Bonsoir Fédois. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oh oui, ça va. Bah, J'ai passé bienvenue. une bonne journée. Ah, bah, très content. En tout cas, nous, on est très contents de t'avoir ce soir. Mais merci de Bienvenue me recevoir. dans le Team Manga Show. Tout simplement, je disais, je disais avant que tu arrives, qu'en gros, pas mal de gens m'ont demandé, ouais, ce serait bien, vous ramener un traducteur ou une traductrice de manga, ce serait cool. Ouais. Et nous raconte un peu son métier. Mmh. Donc je leur ai dit, je vais vous ramener la meilleure, tout simplement. C'est donc toi. Donc, Oui, avec moi sous la main, quoi. Non, ne dis pas ça. Oh, non. Bon, en tout cas, bienvenue. Tu vas nous raconter du coup. Présente-toi d'abord. Présente-toi rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Présenter, voilà, mon métier c'est de traduire des mangas. Je fais ça depuis 2001, donc ça fait un paquet d'années. J'ai jamais fait que ça dans ma vie. J'adore les mangas, donc je suis ravie de mon métier. Voilà. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur pas mal de mes licences préférées, donc à commencer par Dragon Ball. Donc j'ai pas fait donc la première traduction de Dragon Ball qui est sortie en 93 parce que j'étais trop jeune, mais sinon je travaille dessus depuis l'édition Deluxe qui était sortie en coffret et la Perfect Edition qui est le volume plus grand, rouge. Donc la meilleure traduction de Dragon Ball possible en France. Voilà. Ah, je sais pas, c'est possible, je referai des traductions tous les ans. Moi. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, est-ce que tu peux commencer par nous raconter peut-être ton parcours, tes études, comment t'en es arrivé là pour être tout simplement traductrice de manga aujourd'hui? Alors, c'était il y a pas mal de temps, donc ça s'est fait un peu au hasard finalement, parce que moi, je voulais apprendre le japonais à la base pour partir vivre au Japon et devenir mangaka. Mais il se trouve que je n'ai pas réalisé mon rêve encore. Et j'ai appris le japonais, et pendant que j'étais à la fac, donc à l'INALCO, à Paris, ouais. J'ai une camarade de classe qui a été engagée chez Glénat, l'éditeur de Dragon Ball, et qui m'a proposé un peu du jour au lendemain de remplacer une traductrice qui partait en vacances. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans la traduction de manga, alors que j'ai pas fait d'études de traduction spécialement, j'ai juste appris le japonais techniquement. Et puis une fois que j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Ok, très bien. Et pourquoi du coup cette envie d'apprendre le japonais, devenir mangaka, tu l'as dit, mais pousser les études, t'as juste fait une fac, t'as juste fait l'INALCO en fait. Juste fait l'INALCO. Et tous les profs nous disaient, il faut pas faire que japonais, faut pas apprendre seulement une langue étrangère, faut faire en même temps un peu de commerce ou un peu de marketing. Et je me suis dit non, je n'ai rien à foutre, moi je veux juste apprendre le japonais. Et c'est cette chance parce que c'est vrai que des débouchés quand tu fais que une langue étrangère dans ton cursus, c'est pas évident, mais à l'époque, encore une fois, on n'était pas beaucoup de japonisants fans de manga. C'était pas du tout l'engouement qu'il y avait aujourd'hui autour des mangas. On était assez marginalisés encore, et c'est pour ça que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. C'est marrant, c'est exactement ce dont nous parlait Greg la dernière fois, de Greg de Kurokawa. Ouais, et justement, j'avais posé la question, c'est vrai que maintenant, beaucoup de gens font du japonais à l'école. Ouais. Et toi, c'est quoi qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que tu peux leur dire quelque chose, peut-être des conseils? Est-ce que c'est aujourd'hui, parce que c'est très bouché, j'ai l'impression que c'est un secteur très bouché actuellement. La traduction, un peu compliqué, ouais. Enfin, la traduction ou autre, par rapport au japonais, la langue japonaise. J'ai l'impression que les éditeurs reçoivent pas mal de demandes, effectivement, d'étudiants en japonais pour devenir traducteur de manga, vu que c'est vraiment à la mode, et que oui, le secteur a l'air bouché. Moi, je peux pas vraiment en parler concrètement parce que je travaille pas dans les bureaux des éditeurs et je sais pas comment ça se passe. Et déjà à mon époque aussi, c'était un peu comme ça. Ça se fait beaucoup par bouche à oreille. C'est par recommandation. Quelqu'un qui travaille déjà pour cet éditeur qui va dire ah bah tiens, moi je connais un autre traducteur. Si vous avez besoin, machin. Et j'ai l'impression que c'est plus comme ça que tu peux rentrer et te faire engager chez un éditeur plutôt que d'envoyer juste ton CV avec lettre de motivation. Là, ils vont jamais te rappeler, quoi. Ouais. Et du coup, quand t'as fait tes études, et comment t'en es arrivé concrètement aujourd'hui? Déjà, quel manga t'as commencé? Comment t'as commencé à traduire pour un éditeur et quel titre c'était peut-être? Alors donc, ma toute première traduction, c'était pour remplacer une traductrice sur un shoujo Pokémon qui s'appelait Pikachu Adventures. Ouais.
J'ai fait le tome 3 comme ça, et ensuite j'ai dépanné encore Glénat. Je travaillais que pour Glénat au début, et après j'ai multiplié les éditeurs. Donc j'ai fait les 3 derniers tomes de Ranma 1,5. Ouais. Et tout de suite après, ils m'ont filé ma première série à moi que j'ai faite depuis le volume 1, c'était Rave de Hiro Mashima. Ah, bien sûr. Rave, donc j'ai très certainement dans le chat. Tout de suite après, j'ai eu Black Cat de Kentaro Yabuki. Ouais, bonne série aussi. Et ma 3e série, c'était Dragon Ball, quoi. Eh ben. Ah ouais, comme ça. Quel parcours. Début, quoi. Ça va, il y a que des classiques, que des classiques. Ouais. C'est un beau parcours quand même, hein. Ça allait vite pour. Ça allait vite. Ça allait vite. Bah, c'est vraiment parce que, comme je vous disais, j'avais une copine qui bossait chez Glénat et je la travaillais un peu au corps en lui disant ouais, la traduction de Dragon Ball, faudrait un petit peu la remettre au goût du jour. Il y avait pas mal de censure dedans, des trucs qui étaient assez inexacts, des incohérences et je lui disais voilà, faites un petit effort, refaites la traduction. Et par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle me dise bah vas-y, fais-la. C'est un petit instant où ton cerveau frise comme ça. J'accepte ou pas? Ouais, allez, je le fais. Bah c'est cool, c'est cool. Ça c'est cool. Xela, si t'as une petite question à poser peut-être? Non, bah moi il y a un des trucs, on partirait sur du plus spécialisé, du plus précis, mais moi il y a un truc que je me demandais, c'est quand tu travailles sur des œuvres avec des univers très fournis, je pensais justement un peu à Pokémon, tu vois, qui était visiblement ton premier travail. Est-ce que vous recevez un peu des consignes des éditeurs, genre tu sais un peu un lexique ou un truc comme ça, tu sais, qui dirait vraiment, moi ça c'est ça, ça c'est ça, ça ce sera ça plus tard, mais ça parce que là t'as que le tome 1, des trucs comme ça. Alors ça dépend vraiment des licences et j'ai envie de dire ça dépend aussi des ayants droit des éditeurs japonais. Parce que par exemple, très concrètement, j'ai bossé sur 2 mangas Dragon Quest différents. Donc j'ai fait La Quête de Dai chez Tonkam et j'ai fait Emblem of Roto chez Kyun. Et autant chez Tonkam, on avait un peu carte blanche sur les adaptations des noms, des attaques, du bestiaire, tout ça. On a pu faire un travail original. Autant, parce que donc l'éditeur c'était Shueisha, l'éditeur japonais. Autant chez Kyun, c'était Square Enix pour Roto. Et là, on avait vraiment un cahier des charges hyper strict à respecter avec un tableau d'équivalence. Il fallait qu'on reprenne pour l'homogénéité en fait des traductions les noms des traductions du jeu vidéo et qu'on déroge pas de la VF des jeux. Quoi. De la VF du jeu vidéo. Parce que dans Dai par exemple, moi il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que par exemple le nom des sorts, tu les as pas traduits, tu les as laissés en japonais. Mais bah oui, parce que les sorts, en fait, c'est pas du japonais. C'est pas du japonais? Non, c'est un langage inventé propre à Dragon Quest, en fait. Ah ok, je savais pas ça. Ouais. Putain, c'est trop cool là, parce que je suis ultra fan de Dai, du coup ça fait un peu bizarre d'avoir la... Mais et parce donc, que du coup, j'en profite, parce que j'avais une deuxième question, justement, vachement par rapport à Dai, parce que il y avait une première traduction, du coup, pour ceux qui savent pas dans le chat, de J'ai lu, qui était... particulière, on va dire. Ah, c'est gentil ça, de particulière. On est à la télé, voilà, c'était catastrophique. Ouais, voilà. Non, mais il y avait des cases en japonais, quoi. Genre, il y avait des erreurs dans les noms des personnages qui n'avaient pas été bien déchiffrés. Il y avait un personnage qui était à la fois homme et femme parce que l'éditeur n'avait pas dessus si c'était un homme ou une femme. Elle. C'est du n'importe quoi. Et ça, je me demande quand tu récupères une série comme ça, tu vois, et qu'on te dit bon, ce qu'ils ont fait c'est dégueulasse, on va en refaire une, on te le file. Ça se passe comment? Est-ce que tu te bases un peu sur l'ancienne traduction, tu pars que du japonais en oubliant complètement ce qui a été fait avant? Moi, je pars du principe que si on fait une retraduction, c'est pour proposer quelque chose de vraiment neuf au lecteur et que ça sert pas à grand chose. Bah, surtout dans le cas de Dai où c'était vraiment mauvais, hein. J'aime pas dire du mal des collègues, mais là c'était ni fait ni à faire. Il y a... c'est vrai, au tout début, quand Glénat m'a proposé Dragon Ball, j'avais eu pas mal d'allers-retours avec eux parce que ils m'avaient dit ouais, mais il faudrait quand même laisser Tortue Géniale, des noms comme ça, parce que le public français est habitué. Et moi, j'essayais de dire bah oui, mais si on veut être plus proche du texte original et plus fidèle à l'œuvre, ce serait bien aussi de repartir à zéro et de faire table rase de ce qui avait été fait au Club Dorothée, etc., pour
proposer la meilleure expérience que j'imagine au lecteur, mais c'est très subjectif parce que moi j'ai mis j'ai fait des choix d'adaptation qui n'engagent que moi finalement et j'ai pas la vérité absolue, donc bon, un peu jonglé quoi. Par exemple sur Dragon Ball, moi ce que j'ai vraiment apprécié, un petit détail à la con, mais que les fans apprécient obligatoirement, c'est que pour le personnage de Goku par exemple, chaque personnage a une façon d'appeler Goku d'une manière différente, tu vois. Et le transformer en français, bah en fait c'est pas possible parce que c'est des choses qui sont c'est que japonais, tu vois. Et après t'as fait des choix aussi, par exemple je pense à le Goku pour Chichi, tu vois. Je comprends que ça puisse faire bizarre à certains, mais oui, mais ça fait bizarre aussi en japonais. Voilà. Et bah c'est justement pour ça que c'est fort en fait, tu vois, d'avoir choisi ça au final. Donc c'est pour ça que ta traduction de Dragon Ball sur la Perfect et sur ta version ta traduction plutôt de Dragon Ball, je l'aime vraiment beaucoup. Merci. Et c'est très cool d'avoir eu une nouvelle traduction si longtemps, si longtemps après la première, quoi, je veux dire. Ouais. Ça va être chouette. Et c'est marrant parce que je crois que la Deluxe elle est sortie en 2003. Donc 10 ans après la première traduction de Dragon Ball. Et là, ça va faire à peu près autant de temps qui se sont écoulés depuis ma version, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'avais une question un petit peu en rapport avec ce que disait Xela. C'est quand on te met sur une licence, par exemple, c'est une nouveauté, tu sais qu'il y a 5 tomes de sortie au Japon. Est-ce que toi, tu traduis par tome, en fait? Tu vas d'abord traduire le tome 1, ou est-ce que tu lis tous les tomes disponibles en japonais, et ensuite tu commences à traduire? Alors, ce serait très bien que je fasse ça. Normalement, ce serait vraiment l'idéal que je lise tout ce qui est disponible en japonais. Malheureusement, j'ai pas souvent le temps de le faire parce que je travaille sur une vingtaine de séries en même temps. Ah ouais. Je peux pas me mettre à jour sur tout. Que des fois les éditeurs ils me filent pas les volumes à l'avance et c'est pas forcément évident pour moi d'aller choper les tomes. Mais je le fais déjà sur mes séries préférées. Et qui a dit que Seven Deadly Sins? Oui, et surtout les séries des univers très riches avec des rebondissements où je me dis oui, c'est quand même bien d'aller voir ce qui se passe après pour pas faire de contresens. C'est un double sens sur un mot par exemple, un truc comme ça que qui apparaît pas forcément. Ouais. Même si on peut faire des corrections après pour les réimpressions, mais bon, c'est toujours délicat. Dommage. Alors, et puis après, il y a aussi des cas où effectivement il y a un twist comme ça, mais de toute façon, la suite n'était pas non plus parue au Japon, on ne peut pas anticiper et tu fais des paris à ce moment-là, de te dire bon bah c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, je fais un choix et puis des fois tu tombes juste et puis des fois tu tombes à côté et c'est le jeu. Ouais. Ça se passe comment du coup si tu tombes à côté? Alors là, on peut demander à faire des corrections pour les réimpressions. Ok. Ou alors, des fois, je fais des pirouettes. Alors là, j'avais mis ça, mais on va rajouter une petite ligne de dialogue pour le justifier et hop, ça passe bien. C'est vrai que c'est très compliqué parce que du coup, quand on peut pas prévoir vraiment sur le long terme un truc qu'il faut traduire sur le tas. En fait, du coup, une question toute bête, mais qu'on connaît pas forcément nous en tant que lecteur, c'est quel est le processus, ton processus pour travailler, ta façon de travailler. C'est-à-dire que tu reçois le tome en japonais, je suppose. Et voilà, tu as le tome en japonais, qu'est-ce qui se passe pour que tu le traduises en français? Alors, très concrètement, donc je prends le volume en japonais et je commence par numéroter toutes les bulles, 1, 2, 3, dans le sens de lecture. Pareil avec les onomatopées. Et ensuite, je reporte le numéro dans un fichier texte et je mets, voilà, bulle 1, le texte à côté, machin, je saute une ligne et j'écris tous les dialogues comme ça. Ensuite, pareil pour les onomatopées. Et ensuite, ce fichier-là va être envoyé au lettreur, celui qui va s'occuper de prendre le texte et de les mettre dans les bulles sous InDesign et de faire les retouches onomatopées sous Photoshop. Ok, très bien. Et du coup, en fait, j'avais eu la chance de voir déjà un tome à l'époque à la soirée Jujutsu Kaisen, je sais pas si tu te souviens. Tu m'avais montré le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Et justement, j'ai vu que tu m'avais raconté du coup tous ces trucs avec les numéros et tout, je voyais, c'était incroyable. Et ma question du coup, c'est par exemple, Jujutsu Kaisen, le tome 0, tu me l'as montré, on était en mars par exemple. Ouais. Combien de temps tu mets pour traduire un tome du coup, parce qu'il sort du coup dans quelques jours? C'est pas moi qui mets le plus de temps. Ouais. Je mets environ 3-4 jours à traduire un tome.
Et ensuite, il y a tout le processus de lettrage, de validation, de relecture, de correction. On voit chez l'imprimeur, il y a beaucoup de délais incompressibles. Ok. D'accord, ok. Et autre question du coup qui en découle, c'est les Japonais, on sait qu'ils sont très très durs sur leur licence, ils sont très protecteurs de leur licence, etc. Est-ce que du coup tu es très embêté, on va dire, par les ayants droit par rapport à des traductions que tu peux faire les conditions... Pas vraiment. Non, pas vraiment. Évidemment, il y a des licences qui sont plus contrôlées que d'autres. Étonnamment, Dragon Ball, on m'a laissé tranquille pendant des années et des années, et c'est seulement pour Dragon Ball Super que j'ai eu quelques petites consignes à respecter sur les noms des personnages, mais que j'ai pas forcément suivi d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois, je leur dis bon, vous me demandez ça, mais pourquoi? Parce que moi, je l'ai compris comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à pas mettre Goldoma, que j'ai mis Otamageta dans les personnages, etc., etc. Bref. Mais sinon, en règle générale, je suis assez libre de mes choix d'adaptation. Pour le coup, c'est étonnant parce que je pensais vraiment que ce serait un peu plus galère avec les Japonais en tout cas. Tu vois. Sur ça, bon, apparemment. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir énormément de contrôle parce que pas de gens qui parlent français forcément. Donc, des fois, on doit donner des listes de personnages, genre, voilà, version, on a mis ça en français pour ce nom de personnage en japonais, machin, mais ça m'arrive vraiment pas souvent. Hein. Ok, d'accord, très bien. Dorian, est-ce que tu as une question peut-être à poser à Fedor? Ouais, alors c'était une question pour revenir sur Pikachu Adventure de tout à l'heure. Déjà, redis-moi, c'est quelle année du coup que tu as fait la traduction? C'était 2001. 2001. Donc, on me disait que Pokémon était sorti chez nous en 97, de souvenir, le premier. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu l'avais fait avant? Est-ce que tu avais commencé du coup la licence Pokémon d'une manière via les jeux, la série ou autre avant? Ou est-ce que tu l'as découvert du coup avec Pikachu Adventure? Il se trouve qu'il m'avait proposé de travailler sur plusieurs mangas Pokémon chez Glénat parce qu'il savait que j'étais une grosse fan de Pokémon. Ah d'accord. Voilà, d'accord. Pas avoir de problème. Okay. Ah ouais, mais oui, c'est bien quand on te propose des licences et des univers que tu connais et où tu galères pas à faire des recherches en plus. C'est ce qui paraît le plus logique. Mais du coup, ça serait quoi ta meilleure expérience du coup pour le moment J'avais posé une question. Ah bah voilà, oui. Ah bah nickel. La pose aussi donc. Ma meilleure expérience de genre la série que j'ai préféré traduire. Ouais. Alors c'est compliqué parce que c'est vrai que traduire Dragon Ball c'est juste incroyable parce que c'est non seulement c'est mon manga préféré mais c'est je serais pas là aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui nous fédère un peu tous. Hein. Ouais, c'est clair. Mais c'était aussi une grosse pression. La chance que j'ai eue à l'époque, c'est que les réseaux sociaux n'existaient pas ou peu. Donc, j'avais pas de retour sur ce que je mettais à l'époque. J'étais un petit peu dans ma bulle. Bon, voilà, je sais pas ce que les lecteurs en pensent. Ils aiment pas, je mets ça. Je sais pas si l'expérience aurait été vraiment la même à l'heure actuelle avec tous les retours que je peux avoir dessus. Et sinon, au niveau du côté agréable, sans avoir la pression et le fait d'avoir découvert un manga, je serais peut-être passée à côté si on ne m'avait pas proposé, donc c'est Seven Deadly Sins, qui est devenu un de mes mangas préférés et que je connaissais pas bien à l'époque parce que ça venait de sortir quand on me l'a proposé. Et là, j'ai tellement accroché à l'univers et au style d'écriture de Nakaba Suzuki que ça se traduit tout seul tellement c'est fluide et c'est absolument génial. Ok, très bien. Et sinon, on va continuer dans cette lancée. C'est quel serait le titre que tu aurais aimé traduire ou que tu aimerais traduire si c'est pas sorti encore en France? Il y en a plusieurs que j'aurais aimé traduire. Attends, spoiler, je te dis d'avance, ça va être l'attaque des Titans. Voilà, voilà, je vous ai spoilé les amis, désolé.
Je posais la question, je connaissais déjà la réponse, voilà, désolé. Alors, l'attaque des Titans, oui et non. Parce que, justement, on a toujours un rapport très particulier quand on travaille sur une série avec une sorte de distanciation, intimité. C'est un peu bizarre. Et c'est vrai que, pour le coup, le fait de ne pas avoir travaillé ou très peu sur l'attaque des Titans, ça me permet d'en profiter un max sans tout le temps me poser la question, alors qu'est-ce que j'aurais mis là, voilà, surtout que c'est une série très compliquée avec des intrigues dans tous les sens. Donc je me serais bien pris la tête. Mais bon, après, oui, si à l'avenir on me propose une retraduction, ce qui n'arrivera pas, parce que là c'est le meilleur des traducteurs qui s'occupe de l'attaque des Titans, c'est Sylvain Cholet, il est juste excellent, il n'y a rien à redire dans son travail. Voilà. Et sinon, j'aurais adoré traduire Hunter x Hunter. Ouais. Là aussi, ça doit être complexe à traduire aussi. Ça aurait été beaucoup de travail. Là, oh là là, c'est pas incroyable. Et celle que j'aurais pu choper et puis me passer sous le dé, c'est Berserk, et ça, je le regretterais à vie. Mais du coup, t'as dit quand même un truc intéressant, c'est que t'as un rapport différent avec le manga que tu traduis par rapport à un que tu traduis pas forcément. Est-ce que du coup, ça te gâche peut-être un peu l'expérience en tant que juste lectrice finalement de traduire aussi? Oui, dans un sens, oui, parce que forcément, comme on essaye de se renseigner en permanence sur l'univers de la série, comme j'ai dit tout à l'heure, même si j'arrive pas à lire tous les tomes, j'essaye de me plonger un peu dans lire ce qui se passe à droite à gauche sur des sites, etc. Et forcément, on se fait spoiler, mais c'est le jeu, quoi. On n'a pas une expérience de découverte de la série comme un lecteur. Et est-ce que quand tu lis par exemple un manga qui n'est pas traduit par toi, ça t'arrive souvent de dire là je l'aurais pas fait comme ça ou je suis incapable de lire un manga en français sereinement maintenant parce que je suis tout le temps en train de me dire ah oui là, ça va être ça en japonais, ah oui là c'est bien vu, ah bah ouais moi j'aurais plutôt mis ça. Ça doit être infernal. Une double analyse pendant sa lecture quoi. Ouais, ça va être fatigant vraiment. D'ailleurs, je me demandais une chose, je reviens à Dragon Ball, est-ce que vu que c'est une série, donc forcément il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup on va dire que la communauté est beaucoup dans l'attente, enfin toi-même tu le sais, t'as une pression énorme là-dessus, je pense que t'es la première, t'es la mieux placée pour le savoir. Est-ce que il t'arrive d'avoir des retours d'amateurs ou d'autres gens du milieu sur ton travail sur Dragon Ball, vu que c'est très, comment dire, sur d'autres séries d'ailleurs. Sur d'autres séries même, mais je pense surtout sur Dragon Ball, vu que... Sur Dragon Ball, il m'arrive d'échanger avec des gens, oui, sur les réseaux, sur des forums, pour parler d'adaptation, des gens qui me disent « Ah voilà, moi j'aurais mis ça Et souvent, c'est des bonnes idées d'ailleurs, c'est toujours très enrichissant de voir les idées que d'autres personnes peuvent avoir. Et oui, pas que sur Dragon Ball, sur Jujutsu Kaisen aussi, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté pour me dire que lui, il le faisait en scantrad, il me semble, et que voilà, ce qu'il avait mis lui, c'était vraiment bien en plus ce qu'il avait trouvé. Non, mais c'est toujours sympa d'échanger avec les fans. Je me souviens notamment à l'époque DBS pendant l'arc du tournoi du pouvoir où ça avait jasé sur ta dénomination de l'Ultra Instinct. Comment tu l'avais appelé déjà? Transcendantal. Voilà. C'est ça. Je me souviens, ça avait pas mal jasé. J'ai jamais compris pourquoi. C'est toujours mon top tweet d'ailleurs. En vrai, je crois qu'à l'époque, c'est surtout parce que les gens avaient peut-être trouvé ça un peu trop long ou autre. Je crois que c'était ça. C'était habitué aussi. J'ai fait exprès de le faire long parce qu'en japonais, c'est Megami après, oui. Donc c'est long aussi. Je voulais qu'il y ait le même nombre de syllabes. Et surtout, moi, personnellement, j'étais pas satisfaite de Ultra Instinct. Et je trouvais que ça collait pas au terme japonais. Et je me suis pris la tête pendant des mois et des mois et des mois pour essayer de trouver une traduction qui me semblait juste. Mais encore une fois, c'est purement subjectif. Moi, c'est comme ça que je ressens le Mingate no Gokui. Voilà, je trouve que la meilleure façon de le retranscrire, c'est réflexe transcendantal. Pour toutes les raisons que j'explique dans mon tweet d'ailleurs. Mais ensuite, c'est compliqué parce que les lecteurs étaient habitués à Ultra Instinct depuis déjà pas mal de temps, vu qu'il y avait eu l'animé.
il me semble que les produits dérivés, ils sont partis aussi sur Ultra Instinct, tout ça. Et voilà, mon positionnement, c'était est-ce que je suis la vague ou est-ce que je propose quelque chose de neuf? Et comme depuis le début avec Dragon Ball, je suis dans l'optique d'une retraduction et de proposer une alternative, bah, je me suis dit, ouais, je vais faire ça aussi pour Dragon Ball Super. Ok. Il y a une question du coup que je me pose aussi, c'est quand tu commences, par exemple, une licence, un manga, une œuvre, est-ce que, du coup, pour toi ou pour tous tes confrères d'ailleurs, est-ce que c'est forcément vous qui ferez du coup tous les tomes à venir jusqu'à la fin de la série, ou est-ce qu'il arrive fréquemment ou rarement que le traducteur puisse changer en cours de série? Normalement, oui. On n'a pas de contrat qui dit légalement on te confie toute la série, mais l'usage c'est ça. C'est qu'un même traducteur s'occupe de la totalité des tomes d'un manga, ce qui est normal. Après, il peut arriver aussi que le traducteur, il a plus le temps et pour diverses raisons, il est obligé de lâcher la série et donc c'est quelqu'un d'autre qui reprend après. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de reprendre une série en cours et c'est pas facile. Ouais, parce qu'on reprendre tous les. Déjà, faut langage, et puis voilà, coller au style du précédent traducteur, c'est un exercice. Par exemple, c'était quelle série que tu as repris derrière quelqu'un? Alors, j'ai eu Tsubasa Reservoir Chronicle, Holic. Il y avait quoi? Il y avait Breath of Fire. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Puis j'ai fait 2 chapitres de l'Attaque des Titans, comme ça, pareil, un peu en simul-pub. C'était un gros défi aussi pour coller au style de Sylvain Cholet, qui est mon idole. C'est la grosse pression. D'ailleurs, tu parles de simul-pub. Du coup, toi là tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait un traducteur, un scantrader du coup de Jujutsu Kaisen qui était venu te voir. C'est quoi un peu toi ta position par rapport à tout ça, le scantrad, la publication comme ça, enfin tous ces trucs-là, tu vois ça comment toi? Parce que bon, enfin. C'est compliqué d'avoir vraiment un avis tranché sur la question parce que on va dire que d'un côté, les éditeurs proposent quand même assez peu de publications simultanées en France, donc on peut comprendre qu'il y ait vraiment une demande. Enfin voilà, moi si je pouvais pas avoir tous les mois mon chapitre de l'Attaque des Titans, je pèterais un câble quoi. c'est pas possible. Mais plutôt que d'être dans la répression et de dire ah les gens pirater c'est pas bien, c'est illégal, j'aimerais bien qu'il y ait un travail d'information qui soit fait sur le fait que voilà, le pirater ça nuit à l'auteur du manga original qui lui ne va pas pouvoir gagner sa vie si tout le monde pirate et si plus personne n'achète sa série. Et il y a certains auteurs qui sont dans des situations dramatiques comme ça parce que déjà ils ont des conditions de vie, ils travaillent comme des forcenés et si en plus ils ont toute une partie de leurs revenus qui est supprimée à cause de ça, c'est juste triste et d'aimer trop une série, ça finit par desservir la cause de la série parce que l'auteur il s'y retrouve plus. Ouais, ok, c'est vrai. Et au-delà de ça, au-delà même de l'auteur, c'est aussi l'éditeur, donc toi aussi indirectement, d'un côté, qui en place aussi. Je m'en fous, moi c'est l'auteur qui compte. Petite curiosité, est-ce que tu as déjà entendu parler potentiellement dans le milieu d'un ancien scan trader un ancien scan traducteur plutôt, oui ce serait plutôt le terme approprié, qui aurait été embauché en tant que traducteur justement, qui aurait été repéré via son travail sur Scantrad et qui aurait été du coup pris derrière par un éditeur français? Ils ont pas fait ça pour Kingdom, il me semble. Je crois, si. Pour Kingdom, je crois que c'est une team de scan qui s'occupe de la. Il me semble bien. Ok. Si je dis pas de conneries. Non, c'est des vrais. Parce qu'il est 50 top. Et un peu dans. Ouais. Déjà poussé, et comme effectivement Kingdom est une série à rallonge, ça. Déjà. Du coup, j'ai une autre question. C'est par rapport. En gros, je me demandais, enfin, je connaissais un petit peu la réponse, mais je pense que pour les gens du chat, forcément, c'est pas forcément le cas. C'est un traducteur peut travailler du coup avec plusieurs éditeurs. T'as pas un contrat t'as pas une exclusivité pour chez un seul éditeur. Non, parce qu'on pourrait pas vivre en fait si on avait un seul éditeur.
Ok. Et ma question du coup c'était, est-ce que par exemple ta façon de travailler change selon l'éditeur pour lequel tu traduis le manga? Ah, ça c'est pénible. J'aimerais bien qu'il y ait une charte commune à tous les éditeurs, mais ils ont chacun leur manière de te faire numéroter les bulles, des fois avec des chiffres, des fois avec des lettres, des fois les bulles avec des chiffres, les oignons avec des lettres, des fois c'est l'inverse. Et présentation de la trad, pareil, sauter des lignes, machin, des trucs, et il faut se souvenir de chaque particularité de ses éditeurs. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu relou, c'est vrai, je comprends. Non, pas bon. Ouais. Une question dans le chat et que je comptais te poser justement, c'était ton positionnement face à Actage. Ah oui, le gros sujet. Passé, vu que tu traduis la série, tu traduisais la série du coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Déjà, ça m'a plombé le début de mes vacances, hein, parce que je l'ai appris, bim, je partais, je me dis bah super. Et ouais, ça c'est. Disons que j'avais plus peur de continuer à la traduire sachant ce qui s'est passé, et je pense que j'aurais été vraiment très très mal de continuer, parce qu'en plus je superpose vachement le personnage du réalisateur d'Actage avec le scénariste. Je sens qu'il met beaucoup de lui-même dans le personnage. C'est juste ma théorie personnelle. Et donc me dire que j'allais continuer à faire parler cette personne et que c'était le porte-parole en gros de cette espèce de grand pervers, ça m'aurait trouvé un petit cas de conscience. Et du coup, comment ça se passe au niveau d'un point de vue contrat? Tu pouvais arrêter, refuser de continuer à traduire, ou tu étais contrainte à continuer Non, j'aurais pu refuser de continuer. Là, il se trouve que Kyun a pris la décision de tout arrêter du jour au lendemain, et je trouve que bon bah malgré tout, même si ça me fait vraiment mal au cœur, parce que moi j'avais traduit jusqu'au tome 5 et je sais qu'ils sortiront jamais, et qu'en plus l'arc qui allait venir là du train de nuit dans la Voie lactée, j'avais vraiment hâte de vous la faire lire, voilà, avec les mots que j'avais choisis, et ouais, donc je suis vraiment très attristée par cette histoire, et pour la dessinatrice qui n'a absolument rien fait et qui est sanctionnée, qui se retrouve sans boulot, même si bon, Shueisha a dit qu'ils allaient la soutenir et l'aider à rebondir. Et je suis aussi très très triste pour les personnages de la série qui sont morts, quoi. Il y a Kei n'a plus aucun avenir, Akila qui était mon chouchou, ça y est, c'est juste un univers qui a été bâti et qui s'écroule juste par il y a un gars qui a déconné. C'est tellement dommage, putain. C'était clairement une grosse série de l'année, tu vois. Moi j'étais là, j'étais content de lire mon tome à chaque fois, enfin les 2 premiers tomes du coup. J'étais content, tu vois, et franchement je me suis dit ça allait vraiment être lourd, c'était vraiment un vent de fraîcheur dans le jump, c'était dommage. Avec une héroïne qui était vraiment barrée et d'ailleurs, qui a fait quand même pas mal de com aussi autour de la série, donc c'était cool, c'était cool d'avoir une série comme ça qui avait autant de com, autant de trucs. C'était vraiment. Il a ruiné le travail de tout le monde, hein, que ce soit de la dessinatrice, des équipes de Kiwoon, de la Shueisha, qui était prévu, qui est annulé, un animé qui était prévu, qui est annulé, enfin voilà, c'était. C'est incroyable toutes les personnes que ça a impacté, les mauvaises actions d'une seule. Ouais. Et en même temps, mine de rien, je suis quand même contente qu'il y ait eu cette décision de prise, parce qu'il n'y a pas d'impunité. Oui, en tout cas, oui. Peut-être que l'affaire aurait encore été étouffée parce que grosse série du Jump. Et puis là, non, voilà, tu peux plus faire ça à l'heure actuelle. Donc ça va dans le bon sens, même si ça nous crève le cœur, quoi. Ouais. J'ai une autre question qui est quand même très importante, Fédois. Tu dois manger quand même. Tu dois nourrir. Alors, comment ça se passe niveau rémunération, par exemple? Est-ce que tu as un salaire fixe? Est-ce que tu es payé au tome, à la traduction? Enfin, comment ça se passe? Ça dépend à la bulle. Il y a certains qui proposent un forfait global par tome. Il y en a d'autres qui vont payer au feuillet, c'est-à-dire à la quantité de texte qu'il y a dans le volume. D'autres qui vont payer à la page. Certains payent à la page globalement, certains à la page, mais seulement les pages où il y a du texte. Qu'ils les comptent.
Et voilà. Ouais, ok, d'accord. Donc il y a vraiment différentes façons d'être rémunéré selon l'éditeur, c'est ça? Et est-ce qu'il y a beaucoup de traducteurs qui ne savent pas que, en plus de ça, on touche des royalties sur les ventes. Donc on a un pourcentage. Ah, ça je sais pas. Quand une série se vend bien, on touche un supplément en plus du forfait qu'on a eu, ce qu'on appelle un avaloir, et ensuite la rémunération proportionnelle. Ça je savais pas ça pour le coup. Donc, alors, c'est un pourcentage ridicule, donc il faut vraiment que la série cartonne pour qu'on... Parce qu'en fait, il faut d'abord rembourser ce qu'ils nous ont versé en forfait, et ensuite, chaque centime compte, et on a un petit supplément. Mais voilà, moi, ça m'arrive pour Dragon Ball Super, pour les grosses séries. Pour Pandora Hearts, j'ai touché un petit peu aussi, mais voilà, faut des séries qui se vendent hyper bien. Faut que ça soit des hits, ouais. Et pour Dragon Ball de base, avec justement la Deluxe et la Perfect, comment ça s'est passé pour ça? Alors, elle a bien mangé, pour ma première traduction de Dragon Ball, j'ai touché environ 10% du prix d'un manga normal au niveau de la traduction. Quoi? Attends. Dragon Ball. C'était parce qu'ils avaient considéré que c'était une retraduction. Et moi, j'étais jeune et j'ai accepté un tarif proprement scandaleux, ce que je ne referai pas maintenant. Mais voilà, donc je n'ai absolument pas bien mangé. Ah merde, ah ouais, d'accord. Parce que j'ai entendu 10%, je m'attendais putain de 10% des ventes et tout. Je dis, moi, vous avez beaucoup. J'ose même pas donner le tarif tellement c'est. Ouais, mais c'est. Et ça, du coup, c'est pour la Perfect? Ou c'est pour la Perfect, alors, pour la Perfect, il m'avait proposé un petit forfait de 150 € par tome pour révision de traduction, ce qui était pas beaucoup moins que ce que j'avais touché pour la traduction au final. Mais à partir d'un moment, j'ai quand même touché des royalties sur la Perfect. Ouais, ok. Le métier des traducteurs, donc c'est un peu compliqué quoi, quand même. Bah, c'est similaire aux auteurs, hein, j'ai envie de dire. Ça ressemble fortement à ce que touchent les auteurs. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup partagé, on va dire. On n'a aucune formation juridique, on va dire. Donc, il y a beaucoup de traducteurs qui ne sont pas au courant de nos droits et qui se font arnaquer par omission des éditeurs qui ne vont pas aller nous préciser ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, est-ce que, par exemple, plus moins la série, parce que évidemment, il peut y avoir beaucoup de temps avant qu'une série vienne du Japon en France. Est-ce que, par exemple, en fait, comment plutôt est calculé ce pourcentage? Ça va être plus simple. En fonction de la popularité, parce que peut y avoir la popularité prévisionnelle en France, celle qu'il y a au Japon, ça peut pas être pareil, etc. Comment il est calculé un peu ce taux? En gros, c'est l'éditeur qui propose, voilà, chez moi, c'est tant. Ça va être le minimum légal, c'est 0,25% du prix de vente hors taxe. Ouais. Et en moyenne, les éditeurs proposent 0,5%. Des fois, quand on a de la chance, c'est 1%. Ça m'arrive pas souvent. Mais c'est pour toutes les séries. C'est pas en fonction de. Après, c'est aussi le rôle du traducteur, si lui essaie de se vendre, de dire voilà, la série à fort potentiel. Là, tu m'augmentes un petit peu mon pourcentage. Ce serait sympa. Ok. Il y a Ortiasma dans le chat qui dit elle aurait dû avoir un SMIC par chapitre pour la parfaite édition de Dragon Ball. J'aurais bien aimé. Non, mais c'est vrai, pour Dragon Ball, j'étais vraiment jeune et c'était mon rêve. Et je me suis dit, si je le prends pas, de toute façon, quelqu'un d'autre va le faire. C'est Dragon Ball, tout le monde a envie de traduire Dragon Ball. Bien sûr. Surtout qu'en plus, c'était à une époque où la traduction de manga, ça là, c'était. Je vais pas dire quelque chose de naissant, mais c'était encore quelque chose qui avait pas la même importance qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'il y avait aussi tu l'as fait pour la culture. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour l'argent. Pour la passion, les gars. Pour la passion qui nourrit, bien sûr. On sait tous. Kai, Otakult, est-ce que vous avez une question peut-être pour non. Je pense que tout a été dit personnellement. Enfin, je trouve que. Moi, j'en avais une que j'avais en tête que j'avais pas pu poser tout à l'heure.
dans le milieu, est-ce que tu sais à peu près la quantité de traducteurs qu'il y a, par exemple? Est-ce que c'est genre, que je sais pas, chez Glénat, il y a 3 et 2 autres traducteurs qui font toutes les séries? Est-ce qu'il y en a 10, 20, 30? Est-ce que tu vois à peu près une proportion traducteurs dans le milieu? Je saurais pas trop dire, parce que j'ai beau regarder les noms à la fin des mangas, je vois quand même que c'est pas mal les mêmes noms qui reviennent chez tous les éditeurs, mais je saurais pas quantifier. Et surtout, quelle est la proportion de traducteurs qui font que ça et qui ne font pas d'autre chose à côté? J'irais peut-être une vingtaine, je sais pas. Ah, c'est peu, quoi. C'est peu, quand même. Vingtaine dans tout qui font vraiment que ça. Ok. C'est-à-dire que du coup, les places sont rares aussi, hein, parce que tout à l'heure, dans le chat, il y a quelqu'un qui disait qu'il voulait devenir traducteur. T'as intérêt de chaud, quoi, parce que s'il y a que 20 places... Ça, c'est parce que je vois vraiment les mêmes noms revenir tout le temps. Après, peut-être que je tombe pas sur les mangas où il y a d'autres gens. Hein. Peut-être aussi, oui, pour les plus grosses séries, ils prennent peut-être aussi plus des traducteurs un peu expérimentés, c'est un peu qui ont une certaine réputation. Tu vois. Voilà, il y a souvent sur les grosses séries du Jump, il va y avoir Sylvain Cholet, et il va y avoir Sébastien Oudman. Oui, bah moi. D'ailleurs, bon, petite parenthèse pour le chat, parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à la traduction de One Piece. Alors là, je me mets devant toi en mode bouclier, en mode Piccolo de Gohan. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Ezekiel. Ce n'est pas qui fait la traduction. Et parce que je vois, ça veut clairement te tirer dessus, là, de tout à l'heure. C'est en lien avec... mais One Piece, c'est pas moi. C'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est toujours mieux de traduire... quand t'es un jour sur la parution japonaise, parce que quand tu traduis tome par tome, c'est là qu'il y a des incohérences, avec des séries comme One Piece, il y a un petit détail qui prend son importance 10 tomes plus tard. Tu vois, c'est ça, avec des gens qui font du planting tout le temps comme Oda, c'est pas possible. Dans le chien. Après, c'est le problème des noms, quoi. Non, mais ouais, c'est clair que ça doit pas être... c'est pas Mais sinon, j'avais une question. C'est quand tu bosses, donc quand tu traduis, t'es plus en relation avec les éditeurs japonais ou tu peux être aussi en relation avec l'auteur directement? Ni l'un ni l'autre, mon caporal. Ah, ok, ni l'un ni l'autre. Okay. En fait, il y a quelques fois où j'avais des gros doutes sur une traduction et j'ai dit est-ce qu'on peut contacter l'auteur, genre le sexe des personnages, par exemple. Ça, c'est terrible, vu qu'en japonais, tout est neutre. Et il y a des fois, on n'a aucun moyen de savoir, donc est-ce qu'on pourrait demander à l'auteur, est-ce que c'est un garçon ou une fille, parce qu'on n'a pas vu le personnage et je ne sais pas quoi mettre. Et en fait, avec les délais de parution, on n'a absolument pas le temps de contacter l'éditeur français, qui va contacter l'éditeur japonais, qui va contacter l'auteur. Le manga, il est déjà fini. Donc je n'arrive jamais à obtenir des réponses à mes questions. Donc t'es vraiment limité en fait. Pour Seven Deadly Sins, au tout début du manga, j'avais eu une liste de noms de personnages qui avait été validée par Suzuki. Ça c'était priceless, quoi, parce que au moins je peux pas me planter. C'est l'auteur qui me donne l'orthographe qu'il veut pour ses personnages. Mais voilà, je peux en citer 2-3 des cas comme ça, mais c'est tout. Hein. Ouais, c'est plutôt rare quand même. J'ai vu une petite question dans le chat. C'est vrai que j'ai cru voir ça passer sur Twitter. Tu fais un manga aussi? Oui. C'est même pas de la promo. Dis-nous en plus. Laissez pour la fin, putain, tu veux spoiler. Laissez pour la fin. Tu l'as pas écrit sur le doc. Ah vas-y, réponds du coup. Comme je disais, ça a toujours été mon but dans la vie. Et là, ça fait bientôt 20 ans que je fais de la traduction de manga exclusivement en mettant le dessin de côté. Et puis j'en ai marre, quoi. Là, j'ai vraiment envie de me remettre un peu plus sérieusement à mon manga parce que ça fait 18 ans que je l'ai en tête, que j'ai vraiment mon univers... qui est bien fouillé hein, pour le coup parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Le temps. Ouais. Et puis je me suis lancée depuis cette année, mais là je fais le préquel de mon manga principal pour m'entraîner. Je pourrais traduire s'il te plaît.
Et du coup, on peut le lire quelque part, le voir, avoir des petites informations, quelque chose. Pour le moment, c'est pas brillant hein, parce que je reprends le dessin tout juste. Donc vraiment, je suis en mode entraînement, try hard. Et donc j'ai que 2 chapitres qui sont sortis. Là, je travaille sur le chapitre 3. J'essaie de faire ça assez régulièrement, mais en plus de mon boulot de traduction, donc j'ai pas beaucoup de temps, mais j'arrive pour le moment à tenir un rythme de 1 chapitre tous les 3 mois, et que je mets sur mon site, donc je mettrai l'adresse de mon site si vous voulez. On va le mettre dessus. Attends, je le trouve pas. Il est pas sur ton Twitter? Non, parce qu'en fait, j'ai mon Twitter artiste et mon Twitter pro qui sont séparés, mais donne-nous le lien et envoie-le-moi sur Twitter si tu veux. Tout de suite, ou pas n'importe. Comme ça, on le montre là maintenant. C'est ton instant pub. Ouais. Il n'y a pas grand-chose, hein, vraiment. Tu peux nous faire un petit résumé, un synopsis de l'histoire? Alors ça, je suis nulle pour ça. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon, on va dire, qui débarque dans un pays alors qu'il est originaire du pays ennemi, parce qu'il y a eu une guerre entre les 2 pays. Et lui, ses parents sont morts et il ne sait pas trop ce qui va devenir. Et il se fait recueillir par on va dire le chef d'État du pays dans lequel il arrive, qui lui propose de suivre une formation pour être initié à la magie, parce qu'il y a de la magie, à l'aventure et des combats. Et voilà, on va suivre sa formation dans un monde un peu inspiré de l'Antiquité grecque, on va dire. Voilà. Et est-ce qu'il va réussir à maîtriser ses pouvoirs, et est-ce qu'il va réussir surtout à outrepasser tous les préjugés qu'ont les gens sur ses origines. Voilà. Ah, c'est plutôt cool. Il y a un délire à la Dragon Quest / Maggie / en tout cas graphiquement. Il y a un délire. C'est gentil ça. J'aime beaucoup le car design aussi, pas mal. Non, c'est cool. En tout cas, bon voilà, le lien est dans le chat si vous voulez checker ça et lire les. Donc là, c'est le préquel, mais une fois que je serai au point, ça va renvoyer de l'épicness. C'est grave cool, c'est bien, tu te diversifies, voilà, c'est ton rêve, tu l'as dit au début, c'était un peu ton rêve de départ, donc que tu t'y tiennes encore, c'est shonen, j'ai envie de dire, c'est l'esprit shonen. Ma vie est un shonen. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on les lui pose tout de suite. Il n'y a pas de souci. Moi, j'avais juste un petit truc parce que tu as dit que du coup, c'est un peu galère de travailler sur ton manga en même temps que ton taf. C'est au niveau, genre, du coup, tu me dis, c'est un tome, c'est 4 jours à peu près. Genre, c'est intense vraiment. Genre, t'es en mode comme les mangaka qui sont en train de cracher du sang tous les 3 jours, ou c'est comment? Parce que j'ai lu des trucs sur ton Twitter, parfois, j'étais, oula, pardon. Genre, quand tu traduisais à l'hôpital une fois, un truc comme ça, je t'ai fait. Bon, ça, j'ai fait une fois. Hein. C'est vrai que quand t'as pas d'autres sources de revenus et que tu es 1 mois et demi à l'hôpital, bah, tu es obligé de continuer à bosser. Voilà. Mais j'étais jeune, je ne ferais plus ça maintenant. Non, mais oui, alors j'ai tendance, moi, à être vraiment workaholic et à me charger, à charger la mule. Mais oui, quand d'autres années, j'étais en burn-out tous les 3 mois, quoi. C'est possible. Quand je dis un manga tous les 3 mois, c'est pas, faites pas ça chez vous, les enfants. Faut pas, hein. C'est pas tenable. Et ouais, donc là, j'essaie de lever un peu le pied sur la traduction pour avoir plus de temps pour dessiner, parce que là, pour le moment, je commence ma journée de traduction à 9h quand mes filles partent à l'école. J'arrête à 6h du soir, puis j'enchaîne sur mes planches de manga. C'est intense, quoi. Ouais. Okay. Ça me fait rire, il y a un mec dans le chat qui a dit qu'il a lu les 2 premiers chapitres de ton manga sans savoir que c'était toi. Du coup, c'est cool. C'est vrai? Ah, c'est cool. Je vais voir qui dit ça. C'est LRZ-DTB. Wow, très beau pseudo d'ailleurs. Il y a une question de Outcast qui est intéressante, du coup, j'allais aussi te la poser. C'est par rapport, par exemple, tu traduis des mangas à papier. Mais du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de traduire de l'animé? Ou est-ce que ce serait quelque chose que tu aimerais faire? Ou pas, ou voilà. Ça m'est arrivé une fois. Crunchyroll qui m'avait proposé de traduire donc un animé qui s'appelle The Ancient Magus Bride. Incroyable d'ailleurs, incroyable les amis. Et, parce que je fais déjà le manga chez Komiku et donc
m'avait proposé de faire les sous-titres de la version animée. Je me suis dit, ah bah oui, ça va être cool, je connais la série, j'ai déjà traduit, ça va me prendre pas de temps du tout, c'est infernal, en fait, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut recalibrer toutes les phrases pour que les sous-titres soient pas trop longs. Donc en fait, ça prend beaucoup de temps, moins que si j'étais partie de rien, forcément. Mais ça a été ma seule expérience, parce que j'ai l'impression que, mine de rien, c'est assez cloisonné. Les traducteurs d'animé sont pas forcément les traducteurs de manga, et vice-versa. C'est vrai. C'est vrai que c'est... Encore une fois, tu dis que c'est fermé, donc c'est vrai que c'est un... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le japonais dans un but de potentiellement un jour faire ça, tu vois, et c'est vrai que du coup c'est assez compliqué. C'est ce que tu dis au final, c'est ce que je retiens aussi, c'est que ce soit niveau manga ou animé, c'est pas facile. Après, du coup, donc, comme tu l'as dit, c'est plus difficile pour toi de traduire un animé qu'un manga, du coup? En fait, je pensais que c'était moins long que ça, mais ça c'est juste parce que j'en avais jamais fait et que c'est mon inexpérience qui parle, mais je me suis dit, un épisode de 20 minutes, oh bah ça va me prendre quoi, 1 heure? En fait non, ça prend la journée, quoi. Ah ouais, quand même. Est-ce que tu as adapté ta manière de traduire à ce moment-là, justement? Bah là, en l'occurrence, c'était vraiment pas de la traduction, c'était du remaniement de phrases. Ah ok. Ok, d'accord. J'ai pas renouvelé l'expérience parce que c'est très mal payé en plus, la traduction d'animé. Ah ouais, comparé au manga, c'est... Ouais, et puis t'as pas de droit d'auteur dessus. Ah ouais, déjà, ouais, ça... Ouais, c'est compliqué. J'ai vu une question pas mal revenir. Bon, c'est une question basique, mais on va quand même te la poser. Tes mangas préférés, tout simplement. Un petit top 3 ou un petit top 5, si tu veux. Allez, bon, donc Dragon Ball. Allez, oui. L'attaque des Titans. Ouais. Et Seven Deadly Sins. Voilà, le top 3 définitif de Fedor la Modière. Vous l'avez. Voilà, assez fleur bleue comme. Et t'as traduit les 3, c'est ça qui est incroyable. Bah, disons que dans les mangas que j'ai... Ouais, c'est vrai que il y a pas mal de mes mangas préférés sur lesquels j'ai travaillé. J'ai vraiment cette chance-là. En vrai, c'est cool. Après, est-ce que c'est tes mangas préférés aussi un peu parce que tu les as traduits d'une certaine manière? Seven Deadly Sins, clairement, c'est parce que j'ai travaillé dessus. Mais Dragon Ball, voilà, c'est l'inverse. Je suis venue à la traduction parce que j'étais fan de Dragon Ball. Incroyable. Et tu as traduit Dragon Ball derrière. J'ai envie de chialer, j'ai envie de... Non, mais c'est vrai, on m'aurait dit dans mes rêves les plus fous que quand j'étais ado, que j'allais un jour travailler sur Dragon Ball, je l'aurais pas cru. Et maintenant, je regarde ma vie derrière moi, j'ai passé moins de temps juste fan de Dragon Ball qu'à travailler sur Dragon Ball. Et moi j'avais une question en rapport avec ça, c'est pour parler d'un point de vue, enfin pour les mangaka. Tu as dit tout à l'heure que Nakaba Suzuki, donc l'auteur de Seven Deadly Sins, te facilitait la tâche d'un point de vue de narration, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mangaka comme ça, qui te facilitent les traductions entre guillemets? C'est une très bonne question, parce que ça va être une question d'affinité entre l'auteur et le traducteur. Il y a des fois, on va vraiment être sur la même longueur d'onde que l'auteur, que ce soit au niveau du style, vraiment du texte, comment il écrit, ou c'est son raisonnement, sa façon de penser, et on va tout de suite capter ce qu'il veut dire, et ça va être très facile à traduire. Donc ça me fait ça avec Toriyama, Suzuki, et des gens que j'adore traduire comme ça. Et à l'inverse, des fois, ça va être du japonais, mais tu ne comprends rien. Tu ne sais pas où l'auteur veut en venir. Juste, tu te dis, mais est-ce que je suis encore capable de faire mon métier? Et pour moi, c'est sur Jujutsu Kaisen où j'ai énormément de mal à capter ce que veut dire Gege Akutami. Il y a même un moment, je me suis dit, est-ce que je suis trop vieille pour traduire du shonen? Est-ce que c'est un langage qui est beaucoup trop jeune? Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je suis pas allée au Japon. Je suis pas à la page. Et je pense que je n'arrive pas à anticiper ce qu'il a dans la tête, et c'est très très handicapant pour moi. Il y a Rekinuchi qui dit sur Jujutsu, il n'y a personne qui comprend. On est d'accord, et j'essaie de faire vraiment de mon mieux pour rendre le texte limpide. Hein. Et par exemple, depuis tout à l'heure aussi, on parle pas mal des mangas que tu as aimés et que tu as traduit et que tu as aimé par la suite. Est-ce qu'il y a des mangas aussi que tu n'as pas forcément aimé, mais que tu as traduit du coup? Bah oui, parce qu'il y a certains mangas
on te les propose sur le papier, ça a l'air très très bien, et puis après tu te retrouves avec une dizaine de tomes et c'est ta croix, et tu te dis mais quand est-ce que ça se termine? Et il y en a quelques-uns, malheureusement, ça a été le cas. Et moi, dans les plus grosses séries que je traduis, et là je croise les doigts pour que ça se termine, je vais pas me faire des amis, mais alors Yokyu Holder, moi j'en peux plus, hein. En plus, donc, tous les mois, je me bouffe mes 40 pages de Tota qui fait ses conneries de fanservice, là. Genre... Et c'était déjà toi qui as fait Negima à l'époque? Non, et ça, c'est terrible, parce que justement, Negima, t'aimes bien? Je suis vraiment pas fan de Ken Nakamatsu à la base, donc j'avais pas le background de Negima. Ouais. J'arrive pas à m'y mettre et mea culpa parce que vraiment je devrais me plonger à fond dans son univers et je n'y arrive pas et je fais de mon mieux pour contenter parce que je sais que c'est une série très très populaire et qu'il y a plein de fans et que je respecte forcément, mais moi c'est pas ma cam, donc c'est compliqué. T'as pistolet sur la tempe, là, quand tu parles, tu sais qu'à tout moment il y a 15 fans qui déboulent de nulle part là. Je serais à la place des lecteurs et des fans et je me dirais mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui travaille sur la série et qui est pas contente. Je ne prends absolument pas ça par-dessus la jambe. Au contraire, je ferai vraiment de mon mieux pour essayer de rechercher. Je vais rechercher dans les tomes de Negima ce qu'ils ont mis avant et puis en plus il y a eu 2 ou 3 traducteurs différents sur Negima donc des fois c'est pas les mêmes choses, pas les mêmes noms de sorts. C'est un casse-tête. Et moi, c'est une horreur pour moi. Mais voilà. Puis sinon, il y a eu deux, trois autres trucs qui ont pas marché. Et je comprends pourquoi. Et je me suis dit, mais pourquoi ça sort, ce truc-là des shoujo vampires à la noix. Bon, heureusement, c'était pas très long. Il a un fait pour tout le monde. Il a un fait pour tout le monde, on va dire. Ouais, mais il y a des bonnes séries de vampires. Hein. Et puis, il y a Bloody Kiss, c'était... Ça balance les noms, allez. Non, mais je crois que c'est même plus en commercialisation, hein, pareil. Ça se trouve dans le commerce, il semblerait. Hein. Ah ouais. Ils soutiennent, hein, écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat? Et si vous en avez, hein, les amis, hein, n'hésitez pas à lui poser. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui avait posé la question. Est-ce que tu as un regret au niveau de la traduction, pas en termes justement des mauvaises expériences où tu as accès à un manga et tu t'es rendu compte que c'était nul, mais plus vraiment en choses que tu as fait, que ce soit sur la personne citait justement Dragon Ball ou autre, où tu as fait une traduction et tu t'es dit si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. J'en ai tout le temps. Ah vraiment, alors je vais pas aller jusqu'à regret, mais je vois tout le temps des améliorations à apporter. Alors surtout avec Dragon Ball parce que je suis constamment de nouveau dans le texte parce que je travaille sur des trucs annexes, etc., etc. Et mine de rien, ma première traduction, elle date de 2003 et j'étais hyper débutante et des fois je me dis mais dis ça, ok. Et ouais, j'aimerais bien pouvoir la remettre au goût du jour et pareil dans d'autres séries, des fois je me rends compte après coup qu'il y avait une meilleure idée, mais je ne l'ai pas eu parce que juste au bout d'un moment, tu es obligé de rendre ta traduction et puis tu ne peux pas rester des mois et des mois à chercher les meilleures idées. Mais c'est vrai, peut-être pour la full color, on espère. La full color de Dragon Ball, un jour. Franchement, j'aimerais bien. Ah, j'aimerais bien aussi. je pense qu'on serait nombreux à bien aimer. Qu'est-ce que je voulais poser comme question sinon? J'avais une question, je l'ai oubliée. Est-ce que ton cam ils t'ont contacté récemment concernant certaines séries? Et voilà, il commence. Ce serait une bonne idée, hein, on est d'accord. Donc la question, je pense pas qu'elle peut répondre malheureusement, mais. Oui. Wait and see. Fais-moi un clin d'œil droit si c'est oui, à gauche non. On a perdu Otakult comme d'habitude, j'allais dire. J'avais vu une question tout à l'heure. Est-ce que tu as un manga? J'avais posé la question tout à l'heure, mais tu n'as pas répondu au final. Est-ce qu'il y a un manga qui n'est pas encore paru en France, que tu aimerais bien que ça arrive et que tu le traduises potentiellement? Malheureusement, j'ai tellement de boulot que je lis plus rien en dehors de ce que je fais techniquement, et je suis plus du tout à jour sur ce qui sort au Japon. Donc tu m'aurais posé la question il y a quelques années, j'aurais dit ouais, j'aimerais bien traduire ci ou faire venir tel ou tel truc, mais là actuellement non, je suis plutôt la tête sous l'eau et
j'en sais rien. Mais il y a un manga que j'ai réussi à faire éditer en France, je le dis à chaque fois parce que c'est ma grande fierté, qui s'appelle Gravitation. C'est un boys love qui était sorti chez Taifu à l'époque et j'étais hyper fan, enfin je suis toujours hyper fan. Et j'avais tanné Taifu pour qu'il le sorte et Taifu m'avait dit non, mais il n'y aura jamais de yaoi chez Taifu. Voilà. C'est leur spécialité, non? Voilà, c'est ce qui fait rire maintenant quand on sait qu'ils ont totalement viré. Je t'entends bien, il y a un problème là dans l'histoire. Il y a Ayanga35 qui a posé 50 fois la question, donc je vais quand même te la poser. Quel est ton personnage préféré dans le Jujutsu Kaisen? Voilà, allez, vas-y. Alors, mon personnage préféré, c'est Okotsu, mais qui est que dans le 0 pour le moment. Ah. Donc, je sais pas si il apparaît pas encore dans le manga, malheureusement. Dans le manga principal, c'est Megumi. Fushiguro. Ok. Je rappelle le tome 0 qui sortira le 1er octobre 2020 chez Kiyun. Donc dans 3 jours. Ah, il n'est pas encore sorti, d'accord. Ouais. Parce que je fais derrière. C'est ça que je me dis en fait, fais-toi parce que tu me l'avais montré en mois de mars. Moi dans ma tête, tu m'avais dit que c'était assez rapide quand tu traduisais, c'est-à-dire 3-4 jours comme tu l'as dit. Et de me dire qu'il sort que maintenant, ça. Après, à mon avis, ils ont voulu matcher avec l'animé, tu vois, à mon avis. Ça doit être ça, ouais. Parce que bon, eux, ils ont leur raison en interne, et puis moi, j'en sais rien, par contre. Ouais. Ok. D'ailleurs, rapidement, est-ce que tu as beaucoup été impacté par le fameux C-word le Corona ces derniers mois? Ah, le fameux Corona. Ouais, comme tout le monde, effectivement. Disons que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu du tout de baisse de mon activité. Mais par contre, j'avais mes enfants à la maison tout le temps, donc je pouvais beaucoup moins travailler. Donc j'ai accumulé un retard, mais de malade, sur toutes mes séries, que j'ai réussi à résorber petit à petit. Mais voilà. Ça va, tu t'en sors. Je m'en sors. J'ai réussi à avoir des vacances cet été. C'est vrai. Il y a au moins un peu de bon dans tout ce... Qu'est-ce qu'il y a sinon là dans le chat? Est-ce qu'il y a d'autres questions les amis dans le chat? Alors je sais pas si c'est indiscret, mais elle pense quoi des trades des noms des persos dans One Piece chez Glénat? Si tu veux tirer sur quelqu'un, c'est le moment. Tu as des ennemis dans le monde de la traduction, lâche-toi. C'est vraiment pas ma spécialité One Piece. Et en plus, à un moment donné, j'ai essayé de défendre un choix de traduction, je me suis pris une telle volée que je ne renouvellerai pas l'expérience. Du coup, c'est pas la spécialité du traducteur de One Piece apparemment aussi. C'est méchant ça, c'est méchant. C'est bon. Sylvain Cholet avait proposé une version avec beaucoup d'adaptations, ce qui n'avait pas forcément plu. Il y a eu une autre version avec des noms plus fidèles à la version japonaise. Ça n'avait pas forcément plu non plus. Donc à chaque fois, de toute façon, il va y avoir les amateurs et les détracteurs. On ne peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de traduction parfaite, les amis. Dans tous les cas, ça n'existe pas. Non, moi, c'est pas ça le souci, c'est juste pour la cohérence. Il y a une édition qui te propose des noms, après ils refont une édition, ils te changent encore les noms, tu vois, c'est ça que j'aime pas en fait. Je suis d'accord, c'est un peu. En fait, quand tu fais un choix, il faut aller jusqu'au bout. Faut rester cohérent, c'est tout, juste une cohérence. Là, il y a eu litige avec le traducteur. Quoi. Exactement. Justement, il y a une question qui en découle. Est-ce que tu as eu souvent des messages de haine par rapport à des traductions de la part de certains fans ou ça n'arrive jamais? Franchement, la com UDB, elle est cool, en tout cas avec moi. Je sais pas si je suis épargné ou quoi, mais non, à part. Ou alors c'est juste que tu fais bien ton taf, c'est tout. J'en sais rien, à part aller de 2-3 haineux sur Twitter, mais bon, c'est Twitter. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que même si quelqu'un n'est pas d'accord avec mes choix de traduction, je leur explique pourquoi j'ai fait ça, et donc il y a vraiment une réflexion derrière et voilà, une cohérence. Et à la fin, on se quitte bons amis. Donc bon, ok, moi ça me plaît pas, mais au moins il y a une logique. Et dans le même registre, est-ce que ça t'arrive du coup de t'inspirer peut-être de ce que des fans peuvent venir te dire par rapport à la traduction? Parce que bon, je crois qu'il y a peut-être eu un truc comme ça sur les noms des dieux de la destruction dans Dragon Ball Super, non? Je crois de mémoire, parce que j'ai cru voir ça. Pour toutes les origines, parce que j'essaye de proposer, surtout dans Dragon Ball, des espèces de notes de traduction
où j'essaie de dire, voilà, c'est ça en japonais, parce que c'est une référence à ci, ou un clin d'œil à ça. Et pour les dieux de la destruction, les anges, et surtout les Kaioshin des autres univers, je m'étais pas mal cassé les dents, et j'avais énormément échangé avec un... C'est devenu un pote, hein, mais bon. Mehdi. C'est la famille. Voilà. C'est la famille, t'inquiète pas. Bon, bah voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui on a énormément débattu sur tout ça. On faisait nos recherches sur plein de mythologies, parce que les noms des Kaioshin sont inspirés de diverses mythologies. Ça peut être sumérienne, romaine, nordique, tout ça, et on a fini par recouper les informations, et lui il était hyper passionné, hyper à fond, et ça m'a beaucoup aidé, le travail qu'il avait fait de son côté aussi, et tous les échanges qu'on avait pu avoir, et je voulais faire un lexique avec tout ça à la fin d'un tome de Dragon Ball Super, et malheureusement on n'a pas eu le droit, les ayants droit ont refusé que je donne ces infos-là, et je suis désolée pour Mehdi, parce que j'aurais vraiment aimé le créditer, parce qu'il avait fait un taf de malade. C'est pas grave, il a fait ça par passion, je sais très bien qu'il cherche pas. On l'embrasse. Je le remercie encore. Des gros bisous à Mehdi, si tu nous écoutes. Je voulais poser une question aussi, c'est quoi les séries actuellement que tu traduis qui sont en cours en France? Il y a Ranma 1,5, la Deluxe. Pour Glénat, donc je fais Dragon Ball Super, Ranma 1,5, Dragon Ball SD qui est toujours en cours, et puis Altaïr qui est pas très connu mais qui est une série de malade, franchement, magnifique. Pour Kyun, je fais donc Jujutsu Kaisen, Balakamon c'est fini, Reine d'Égypte, Beyond the Clouds, et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je vais sortir mon document, comme ça je vais pas dire de bêtises. Ça va être beaucoup plus pratique. Là actuellement tu es dans ton bureau, là où tu traduis Je suis dans mon bureau, voilà. Vous pouvez voir. Alors, on voit un peu aussi le décor. Est-ce que vous voyez Diane derrière? Elle est pas trop belle là-bas. C'est vrai. Ouais, donc pour Pika, je fais Seven Deadly Sins, c'est fini. Mais il y a l'Atelier des Sorciers. Incroyable, très bonne série aussi. Clear Card Arc, Chihaya Fulu. Donc, oui, pour Kyun, j'ai oublié les Mémoires de Vanitas. Ok. Pour Komiku, je fais donc The Ancient Magus Bride, L'Enfant et le Maudit et Minuscule. Chez Doki Doki, je fais Fairy Tail Battle Royale, et chez Asuka, je fais Sekaiichi Hatsukoi. Voilà. Okay, c'est pas mal. L'Enfant et le Maudit, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi, là, j'ai pas lu, mais j'ai le tome 1 qui traîne là-bas. Donc je vais essayer de le faire. Ouais, très atypique. Petite question, vu que tu fais Clear Card pour Sakura, c'est toi qui as fait aussi la réédition de luxe ou pas Non, ils n'ont pas fait de retraduction pour Sakura. Ah, ok, dommage. Donc c'est la trad d'époque. T'en penses quoi d'ailleurs de la trad d'époque? Non, de la nouvelle série que tu traduis actuellement du coup. Et de la trad d'époque si tu veux dire un truc dessus aussi. Non, je dirais rien. Ça commençait un peu mollement, on va dire, la suite de Sakura, mais je trouve que là, il y a quand même quelques rebondissements, et c'est sur la fin, hein, très honnêtement. Là, on en est au tome 8 ou 9, et ça sent le dernier arc. Mais oui, je trouve que, mine de rien, elles se reposent quand même assez sur leur laurier, hein, c'est les Clamp. Ouais, moi je suis un peu déçu, hein, je suis un très gros fan de Sakura. C'est vrai. Je crois que cette série, je la trouve un peu mollassonne, voilà, c'est un peu ça, c'est le terme que je dirais. Ouais. Je trouvais vraiment que ça démarrait mollasson, mais là, dans les derniers tomes, ça reprend un petit peu avec les révélations qu'on peut avoir sur l'antagoniste, tout ça. Elles gèrent toujours bien leurs univers, quoi.